Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi 22 décembre. Principe de précaution appliqué au maximum en Île-de-France. Les employés ont été encouragés à rentrer chez eux dès 16 h par la préfecture de police, conséquence des embouteillages plutôt que prévu. Et puis anticipation également de la direction de l'aviation civile qui demande l'annulation de 20 % des vols demain à Roissy en raison de nouvelles chutes attendues de neige. L'impasse en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo ne montre aucun signe de renoncement. Paris demande à ses ressortissants, ils sont 14 000 au total, de partir provisoirement du pays s'ils le peuvent. Bientôt des zones interdites en ville pour les 4x4 et les véhicules les plus polluants. Une application du Grenelle de l'environnement qui sera testée dans 5 agglomérations, dont Paris. La tension continue donc de monter en Côte d'Ivoire. Les partisans d'Alassane Ouattara ne rêvent que d'une chose désormais, marcher sur Abidjan à partir de leur fief, notamment Bouaké, dans le centre du pays. La force est présentée comme la seule solution par Guillaume Soro, le Premier ministre du président reconnu par la communauté internationale. Marie Lebon. Une seule solution, la force. C'est par la voix de son Premier ministre, Guillaume Soro, que le gouvernement d'Alassane Ouattara, toujours retranché dans l'hôtel du Golfe, appelle la communauté internationale à intervenir contre le président autoproclamé Laurent Gbagbo. Après le sanglant échec de la tentative de marche sur la télévision nationale le 16 décembre dernier, la désobéissance civile reste pour eux la seule solution. D'autant que la crise aurait fait, selon le camp Ouattara, 200 morts et 1000 blessés par balle depuis début décembre. Face à cette situation bloquée et à un climat de crise croissant, la France, comme l'Allemagne et la Suède, demandent aujourd'hui à ses ressortissants de quitter provisoirement le pays. Nous réitérons en outre notre recommandation aux Français sur place de se conformer aux consignes de prudence, naturellement, spécialement diffusées par le consulat général. Et par mesure de précaution, nous recommandons enfin à tous les Français qui le peuvent de quitter provisoirement la Côte d'Ivoire dans l'attente d'une normalisation de la situation. Une déclaration qui suit le propos de Laurent Gbagbo. Hier soir, il se réaffirmait président élu de Côte d'Ivoire. 14 000 Français, dont la moitié avec la double nationalité, résident actuellement sur le territoire ivoirien. La Banque mondiale a quant à elle annoncé depuis Paris qu'elle gelait les financements de la Côte d'Ivoire. Arrivée de 114 enfants haïtiens adoptés par des familles françaises, un second vol affrété par le Quai d'Orsay doit quitter Paris demain pour ramener 90 nouveaux enfants au total. L'accord avec Haïti concerne environ 300 enfants pour lesquels la procédure d'adoption a été accélérée. 10 pédiatres avaient été mobilisés ce matin à Roissy pour examiner les petits orphelins, notamment bien sûr en raison de l'épidémie de choléra qui a touché l'île. Le oui du gouvernement au référendum d'initiative populaire. Le projet adopté ce matin en Conseil des ministres dessine une avancée démocratique restée fantomatique depuis 2 ans maintenant. Jérôme Rabier. Certains rêvent déjà de vote populaire sur le nucléaire ou les OGM, d'autres de revenir sur les retraites ou encore le bouclier fiscal. Mais dans la pratique, le référendum d'initiative populaire sera tellement encadré que sa portée en sera restreinte. Si on voulait compliquer les choses pour que ce soit un droit totalement virtuel, inapplicable, je pense qu'on ne s'y prendrait pas autrement. L'initiative devra d'abord recueillir le soutien d'1/5 des parlementaires avant que le Conseil constitutionnel en valide la conformité. Il faudra ensuite collecter par Internet 4,5 millions de signatures, soit 10 % du corps électoral. Après une seconde validation du Conseil constitutionnel, le texte sera présenté au Parlement dans l'année. C'est seulement si les assemblées ne se saisissent pas de la question qu'un référendum sera organisé. Un encadrement drastique mais nécessaire pour certains. L'initiative populaire, ça paraît comme ça très bien. Par contre, tous les vieux démons peuvent à un moment donné ressurgir, et en particulier ceux du racisme. Encadrer une initiative populaire pour éviter les dérives populistes, un défi qui conduit le gouvernement à limiter l'usage de ce nouvel outil au service des citoyens. Autre projet de loi découlant de la révision constitutionnelle, adopté au Conseil des ministres ce matin, la procédure de destitution du président de la République en cas
de manquement à ses devoirs. Un point de chute pour Ramayad, nommée ambassadeur de France à l'UNESCO. Elle ne reprend pas donc ses fonctions d'administrateur au Sénat. L'ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme puis au sport vient de rejoindre, on le sait, le Parti radical de Jean-Louis Borloo en raison du manque d'intérêt, selon elle, pour la question de la cohésion sociale à l'UMP. François Hollande dénonce les fonctions attribuées aux anciens ministres débarqués. Nicolas Sarkozy demande la transparence la plus totale sur l'affaire du Mediator. Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales est attendu à la mi-janvier. Il permettra d'éclaircir un certain nombre de points. Déjà, invité du 19h, maître Charles-Joseph Oudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de victimes du médicament. Combien de personnes défendez-vous? Je représente aujourd'hui 25 victimes du Mediator qui ont décidé d'agir et au pénal et au civil dans ce dossier qui aujourd'hui prend des tournures d'un scandale sanitaire majeur. Est-ce que vous êtes prêt d'ores et déjà à le qualifier de scandale d'État? Le fait qu'aujourd'hui les plus hautes autorités de l'État se soient exprimées sur ce sujet et montré leurs préoccupations m'invite effectivement à utiliser ce terme. Qu'est-ce que cela induit pour vous? Quelle responsabilité? Alors, les victimes aujourd'hui n'ont pas à se prononcer sur les responsabilités. Les victimes ont dénoncé un certain nombre de faits qui sont des faits graves. On parle aujourd'hui de victimes qui sont gravement atteintes par cette maladie, les valvulopathies, induites par le Mediator. Ça, ce sont notamment les personnes que vous défendez, hein? Ce sont les victimes que je défends, qui sont des victimes heureusement en vie ou des victimes décédées. Nous sommes dans une situation où les autorités publiques ont évalué, soit à court terme à 500, le nombre de décès dus à ce médicament, soit à plus long terme, à une fourchette comprise entre 1000 et 2000 personnes. Donc ce sont des personnes qui ont été soignées avec ce médicament, qui étaient diabétiques par exemple, pour celles que vous défendez? Alors soignées avec ce médicament, entre les termes guillemets, me font sourire. Bien sûr. Aujourd'hui, on pourrait parler d'un poison plutôt que d'un médicament. Ces personnes étaient soit diabétiques, ce qui était la vocation première de ce médicament, soit elles consommaient ce médicament uniquement pour maigrir. Dans tous les cas, ces victimes sont extrêmement atteintes et ces victimes aujourd'hui sont relativement satisfaites que les autorités prennent en compte leur désarroi. Et vous êtes rassuré par l'intervention du chef de l'État sur cette question aujourd'hui, qu'il dit que toute la transparence devra être faite? La transparence, c'est une bonne chose pour l'avenir, mais ça ne règle pas la situation des victimes aujourd'hui. Ces victimes ont souffert, ont subi des préjudices extrêmement graves, elles sont extrêmement diminuées, leur durée de vie et leur espérance de vie est réduite. Changer le système de pharmacovigilance pour l'avenir et réfléchir sur ce qui s'est passé, c'est une bonne chose. Encore faut-il indemniser ces victimes. Et je m'interroge sur la capacité du système juridique français à pouvoir régler un tel contentieux et à indemniser efficacement et rapidement les victimes dans ce scandale sanitaire. J'imagine d'abord que des responsabilités soient établies. Il faut établir des responsabilités et il faut ensuite réfléchir à une indemnisation juste et rapide des victimes. Donc votre objectif, on vous écoute, il est financier d'abord, hein, alors qu'il s'agit quand même de corriger les failles dans le système français de la pharmacovigilance. L'objectif des victimes que je représente était avant tout un objectif de reconnaissance de leur statut de victime et que leur statut de victime soit pris en compte. Leur objectif, évidemment, est également, mais dans un second temps, d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices. La reconnaissance, elles l'ont. Le chef de l'État l'a clairement exprimé, il existe des victimes, il existe un scandale sanitaire et il y a eu des défaillances. Et les plaintes, contre qui seront-elles dirigées? Les plaintes au pénal qui ont été déposées pour l'instant ne visent pas telle ou telle personne. Mais il va falloir peut-être cibler au fur et à mesure des révélations, le laboratoire ou certains responsables sanitaires, peut-être jusqu'aux politiques? Il appartiendra au parquet de décider d'instruire contre tel ou tel. Les victimes, pour l'instant, ont dénoncé des faits. Les faits, nous les connaissons. Ils sont aujourd'hui largement relayés dans la presse. En 1998, les agences étaient officiellement au courant des liens entre l'isoméride et le Mediator. Isoméride, médicament dangereux, retiré du marché mondial en 1997. Et qu'on a retrouvé donc sous une autre forme et sous une autre appellation qui fut donc le Mediator, en quelque sorte, hein. Les molécules d'isoméride et de Mediator, si elles sont différentes, n'en sont pas moins extrêmement proches.
et elles sont traitées par le corps humain, et le corps humain fabrique à partir de ces deux molécules un même produit, et c'est ce produit qui est toxique. Combien d'avocats sur la place de Paris sont mobilisés sur ce dossier, comme vous n'êtes pas le seul, j'imagine, à défendre des victimes? Aujourd'hui, les victimes sont très nombreuses. Oui. Je reçois énormément d'appels, et les avocats, je le présume également. Oui, votre objectif, c'est éventuellement de trouver d'autres victimes de ce médicament pour faire masse dans votre combat? Il est clair que l'effet masse est très important et il nous permettra de peser plus fort contre un laboratoire, mais également contre l'État, pour défendre au mieux les intérêts de chacune des victimes. Et il y a une association qui s'est constituée déjà de victimes? Il existe des associations, mais qui sont des associations existantes, sur d'autres types de dossiers, et qui, elles aussi, ont décidé de mener un combat. Maître Joseph Oudin, merci de ces précisions apportées ce soir dans le journal de 19h. Nous évoquons un tout autre sujet maintenant, même si il lie l'environnement et la santé. Plusieurs milliers de personnes décèdent prématurément dans l'agglomération parisienne en raison du niveau élevé de particules fines en cause certains véhicules, d'où l'idée d'interdire la circulation aux plus polluants, les diesels, les 4x4. On connaissait le guitariste Frank Zappa, et bien voici la Zappa comme zone d'action prioritaire pour l'air. Aurélien Romano. Ces grosses cylindrées pourraient bientôt ne plus avoir le droit de citer en ville. Trop polluant, trop gros, le 4x4 est le symbole des nuisances automobiles, mais l'interdiction envisagée concernera aussi certains véhicules diesel. Paris dans son ensemble, ainsi que 5 autres agglomérations, pourraient être classées Zappa, zone d'action prioritaire pour l'air, dans un an, ce qui signifie une limitation drastique du nombre de ce type de véhicules en ville. Pour certains, le gouvernement souffle le chaud et le froid. Je trouverais ça vraiment insensé qu'on m'interdise de rouler en ville parce que j'ai une diesel, en sachant que l'État nous a poussé il y a quelques années à acheter du diesel, donc c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Une campagne pro-diesel pour les économies, c'est l'inverse qui pourrait donc se produire. Ceux qui peuvent s'adapteront. On a l'impression qu'on prend soin de nous en voulant nous faire des petites économies, et en réalité on ne fait que d'accentuer ou des différences ou des opinions, donc je continuerai de rouler en 4x4. Et si c'est plus possible dans Paris, eh bien tant pis, on fera des frais supplémentaires et on roulera avec une Smart dans Paris. Les véhicules plus petits, moins polluants, l'argument écologique n'est pas le bon si on en croit les progrès techniques de ces dernières années. Il y a 10 ans, je comprends, mais là, vu que maintenant tous les 4x4 sont quasiment hybrides, je vois pas trop l'intérêt. La place de la voiture dans des vieux centres-villes embouteillés en permanence, un serpent de mer. Cette interdiction pourrait donc être un premier pas pour beaucoup de piétons qui ont du mal à partager l'espace public ou à se frayer un chemin. L'interdiction des 4x4, des véhicules polluants dans les centres-villes. Déjà ça, ce serait un bon début. Les zones doivent encore être définies et la mesure prendrait dans un premier temps la forme d'une expérimentation. Avec nous, Franck Laval, le président de l'association Écologie sans frontières. Bonsoir. Vous êtes venu ici en véhicule automobile, en métro, parce qu'en face de vous, il devait y avoir Monsieur Douault, le directeur du comité des constructeurs français d'automobiles. Peut-être que lui est prisonnier de sa voiture, puisqu'il y a de très grosses difficultés en ce moment, vous le savez, à Paris pour circuler. Cette idée qui est déjà en vigueur en Europe s'impose-t-elle dans nos villes, selon vous ? Oui, elle est déjà en vigueur depuis longtemps par des péages à Londres, par des interdictions des véhicules diesel à Tokyo depuis 2003, suite à des procédures de citoyens, des procédures juridiques. Donc effectivement, elle est en vigueur, mais je pense qu'on peut être, en prenant toutes ces idées qui ont été mises en pratique dans certaines villes européennes, je pense qu'on peut affiner quelque chose d'assez intéressant, une sorte de bonus-malus, vignette bonus-malus qui permettrait aux véhicules d'entrer dans la capitale. Oui. Pourquoi Paris. Ces véhicules dangereux, puisque trop polluants, je le disais, ils émettent des particules fines, sont encore produites par les constructeurs? Bah écoutez, nous, Écologie sans frontières, il y a 10 ans, on a été les premiers à attaquer en justice le gouvernement sur un manquement par rapport à toutes les causes sanitaires que provoquent les particules fines émises par les diesels. Au tribunal administratif, ça n'a pas donné ce qu'on voulait, mais on proposait déjà l'interdiction dans les villes de plus de 100 000 habitants des 4x4 et surtout des véhicules diesel. À l'époque, tous les 4x4 étaient souvent diesel. Et maintenant, aujourd'hui, il y a eu des rapports sanitaires de l'INVS, de l'AFSET, qui explique vraiment que le diesel, la particule fine émise par les moteurs diesel, même les véhicules pourvus de filtres à particules émettent des particules très fines et qui sont dangereuses. Là-dessus, parce que si on se conforme à ce que disent les constructeurs automobiles, on a l'impression que ce sont des mesures qui pourraient arriver un petit peu à contretemps, car on nous dit que
le diesel, il pollue moins que les autres véhicules, grâce aux filtres notamment, et aux améliorations technologiques. Qu'en est-il pour vous? Vous savez, le diesel, c'est une particularité française, un peu comme les incinérateurs, le Concorde ou l'énergie nucléaire. On a nos petites industries qu'on a favorisées fiscalement depuis très longtemps, ce qui a aidé beaucoup de gens à acheter des véhicules diesel. Mais en réalité, ces véhicules diesel, ils ont été améliorés, les moteurs ont été améliorés, oui. Mais les filtres à particules laissent toujours passer des particules. Je dis toujours aux journalistes ou aux constructeurs de venir respirer ce qui sort d'un pot suite aux filtres à particules, et il en sort toujours quelque chose, et il sort des particules de plus en plus fines, donc de plus en plus dangereuses, notamment pour les enfants. Sont une des causes des multiplicités de bronchiolites. Perspective, ces zones qui pourraient être créées avec l'étiquetage des véhicules battent en brèche finalement tout l'argumentaire des constructeurs automobiles. Oui, tout à fait. Surtout que les véhicules diesel de petite cylindrée ne sont pas équipés de filtres à particules. Certains disent, c'est le point de vue des constructeurs notamment, et de l'Automobile Club, que ce serait une mesure discriminatoire, car évidemment il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, ce ne sont pas eux qui sont au volant des gros 4x4 rutilants qui coûtent très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais certaines personnes ont des vieux diesels et roulent toujours dans leurs vieux véhicules. Oui, c'est vrai, mais la discrimination, elle est aussi sur les gens qui n'ont pas de véhicule et qui habitent en bordure des périphériques, en bordure des rocades, qui sont à peu près 10 à 15% de la population francilienne, et qui, eux, même si on améliore les centres-villes, qu'on y crée de superbes quartiers piétonniers, vont subir encore plus la pollution. Donc, où est la discrimination? Je ne suis pas sûr que ce soit... Comment faudra-t-il, selon vous, définir les zones interdites aux véhicules les plus polluants? Nous, notre rôle d'ONG, évidemment, c'est d'interdire tous les véhicules polluants. Écoutez, un peu comme si on interdit le tabac. Vous savez, on a proposé au départ d'interdire la publicité sur les véhicules polluants, comme on interdit la publicité sur le tabac. On trouve ça normal aujourd'hui. Il y a 20 ans, on ne trouvait pas ça normal. Donc je pense qu'il faudrait commencer par l'information, quelles sont les causes réelles sur la santé, etc., pour que les gens se disent, oui, effectivement, sachant, rappelons-le, que les premières victimes du diesel sont ceux qui conduisent leur véhicule diesel. Donc ça devrait déjà les inciter aussi à les chauffeurs de taxi, etc. Oui, alors et vous êtes pour cette formule de note que l'on indiquerait sur la carrosserie des véhicules, un petit peu comme sur l'électroménager. Maintenant, on connaît la consommation électrique du réfrigérateur. Là, ce serait la pollution. Oui, mais attention. A, B, C, D. Alors, A, B, C, D, mais en incluant les particules fines. Vous avez bien fait de le souligner, parce qu'aujourd'hui, vous achetez un véhicule, vous allez sur la petite plaquette qu'on vous propose, et vous avez les véhicules diesel qui n'émettent aucune pollution. Et c'est là où le danger pour la santé. Question de notre partenaire, le nouvelobs.com. Faut-il interdire les 4x4 à Paris? Et vous avez répondu oui à 77%, non à 21%. Donc c'est un combat qui peut prendre dans l'opinion. Oui, qui peut prendre dans l'opinion. Et pour reparler des industries automobiles, ils n'ont qu'à sortir enfin le véhicule qui ne consomme pas, qui consomme peu, le véhicule à 1 litre au 100, sans parler du véhicule électrique. Bon, qu'est-ce que vous conseillez, vous, à quelqu'un qui a besoin de circuler et veut acheter demain une voiture? Déjà qu'il n'achète pas un diesel, et surtout pas un petit diesel qui n'a pas de filtre à particules. Qu'il achète un véhicule essence, et évidemment le plus petit possible. Il n'a pas besoin d'une grosse voiture, on n'a pas besoin de grosses voitures. Très bien, merci à vous, Franck Laval. Dernière page du 19h, un premier retour sur 2010 avec Margot Aubriot, les événements qui ont marqué le début de l'année qui s'achève dans quelques jours. 2010 démarre en fanfare dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris, avec l'épilogue provisoire d'une affaire qui pendant des mois a tenu la France en haleine. Nicolas Sarkozy voulait le pendre à un croc de boucher, mais Dominique de Villepin sort finalement relaxé du procès Clearstream. Un dénouement temporaire seulement pour l'ancien Premier ministre. Il sera rejugé en mai 2011 sur appel du parquet. Disparition d'une grande figure politique, icône du gaullisme social. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, est décédé d'une crise cardiaque. Il avait 66 ans. La France endeuillée compte ses morts. La tempête Xynthia frappe les côtes de la Vendée et la Charente-Maritime. Des toitures s'envolent, des maisons sont inondées, des arbres arrachés et les lignes électriques coupées. Avec 47 morts, le Premier ministre François Fillon parle de catastrophe nationale. Un traumatisme d'abord, puis une polémique, celle des constructions en zone inondable. 823 maisons font l'objet d'une proposition de rachat par l'État, mais la question reste posée. Ce drame aurait-il pu être évité ? Une autre vague, rose cette fois, envahit la France. La gauche remporte les élections régionales. Avec 21 régions et 54% des suffrages, la gauche réalise un record depuis les législatives de 1981. Une victoire sans appel donc, mais pas un grand chelem. L'Alsace, la Guyane et la Réunion lui échappent.
Bouc émissaire pour les uns, symbole des dérives du système financier pour d'autres. L'ancien trader Jérôme Kerviel est finalement jugé dans une ambiance survoltée. Celui qui a failli faire sauter la Société Générale est accusé d'avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros à la banque. Le procès s'achève 4 mois plus tard par un verdict implacable. Il écope de 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans ferme, et doit payer 4,9 milliards d'euros à son ancien employeur. En juin, catastrophe naturelle encore. Le scénario des inondations de février se rejoue dans le Var cette fois. Des pluies diluviennes s'abattent sur le sud-est de la France. Des torrents d'eau boueuse pénètrent dans les maisons et emportent les voitures. La rapidité de la montée des eaux a pris les habitants de court. Bilan, 25 morts, 200 000 personnes privées d'électricité et des dégâts évalués à plus d'1 milliard d'euros. En juin, enfin, la France se passionne pour l'affaire Bettencourt. Argent, famille et trahison, c'est devenu la saga de l'été. La fille de Liliane Bettencourt accuse le photographe François-Marie Bagné de dépouiller sa mère. Mais le drame familial tourne au scandale politique. Au cœur de la tourmente, Éric Woerth, le ministre du Travail. Des enregistrements révèlent les liens entre l'héritière de L'Oréal, l'ancien ministre du Budget et son épouse. Un scandale qui coûte à Éric Woerth sa place au gouvernement. Lors du remaniement de novembre, il n'est pas reconduit. Voilà, et la suite demain, donc à 22h, le prochain journal sur Public Sénat avec Sonia Mabrouk. Tout de suite, Jacques Séguéla, invité de Questions d'Info sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir à tous. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici au cœur des fjords norvégiens. Si nous avons choisi la Norvège, c'est parce que ce pays est souvent cité en exemple en matière de pêche durable. La Norvège a ainsi réussi en quelques années à reconstituer son stock de cabillaud. Alors ce pays a-t-il trouvé le meilleur compromis entre rentabilité et préservation des ressources? Peut-on réellement pêcher sans nuire à l'environnement? Réponse dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Nous sommes à Onisvag, le dernier endroit habité d'Europe avant le Cap Nord. Il est à peine midi, pourtant la nuit tombe déjà sur les eaux noires de l'océan Arctique. À 24 ans, Jimmy a rejoint son père depuis déjà 3 ans sur le bateau familial. Et ici, on pêche le cabillaud dans les règles de l'art. Les lignes sont au fond de l'océan. Et nous avons une ancre qui permet aux lignes de rester tout au fond. Là, je récupère justement les lignes et l'ancre. J'ai utilisé du vieux calamar comme appât, donc c'est pas sûr que la pêche sera très bonne. Une pêche à la ligne traditionnelle qui préserve stock de poissons et fonds marins. Ce midi d'ailleurs, la pêche est fructueuse. Mais pour que la Norvège est aujourd'hui la seule population au monde de cabillaud qui progresse, il a fallu prendre des mesures drastiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de poissons dans la mer. Mais oui, on a déjà vu des périodes où il y avait moins de cabillaud, comme dans les années 80. À cette époque, du fait de l'épuisement des mers et des stocks, il y avait peu de nourriture pour le cabillaud, et donc peu de poissons. Le gouvernement a mis en place des quotas très faibles et depuis les années 90, les stocks ont pu se régénérer et progresser. Aujourd'hui, il y a des quantités énormes de cabillaud dans la mer de Barents. Aujourd'hui, la Norvège a réussi son pari d'inverser la tendance. Sa population de cabillaud est la seule au monde à avoir progressé ces dernières années. La pêche représente près de 4,5 milliards d'euros pour l'économie norvégienne. 4,5 milliards d'euros, mais seulement un peu plus d'1% du PIB. Une fois pêché, le poisson est immédiatement conditionné sur place. Une partie sera salée et séchée pour devenir de la morue. Le reste est expédié aux 4 coins d'Europe. Là, nous emballons le label Grand Nord. Cela veut dire que c'est la meilleure qualité de poisson que nous recevons ici.